Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, je laisse un peu les participants arriver. Bonjour tout le monde, bonne année. Merci d'être aussi nombreux. Alors, je vais attendre que tout le monde se rajoute. Alors, aujourd'hui, c'est des formats assez courts qu'on va faire. Donc, on a décidé ça avec ma collègue Sarah. Le but, c'est de faire une série de webinaires qui va être plus fractionné. Donc, au lieu de faire un webinaire de 2 heures, on va en faire plein et sur différents thèmes. Donc, aujourd'hui, ça va être trouver la meilleure revue, donc 6 conseils et astuces. Donc, on est énormément aujourd'hui. Je ne pourrais pas répondre directement à vos questions, mais ma collègue Sarah et mon collègue Bishoy sont là pour directement répondre à vos questions via le chat. Je vous conseille de poser quand même vos questions via le Q&A. Donc, vous avez le bouton normalement dans la section d'en bas. Et ça vous permet comme ça de structurer mieux vos questions et de faire en sorte qu'on puisse y répondre le mieux possible. Donc sans plus attendre, je vais commencer ma, ma présentation sur trouver la meilleure revue, 6 conseils et astuces. Donc, hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran ou pas? Est-ce que quelqu'un peut juste dire oui? Super, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va commencer par rapidement 7 questions à se poser pour évaluer un journal. Et ensuite, le cœur du sujet, donc 6 astuces pour trouver la bonne revue. On va finir par quelques liens utiles pour en savoir plus. Et si j'ai le temps, après cette demi-heure, je pourrais répondre à des questions en direct. Mais voilà, je pense que le mieux, c'est directement dans le chat. Et, euh, et sinon, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Je ferai un point là-dessus à la fin. Donc, 7 questions clés à se poser pour évaluer un journal. Donc, il y a quelques questions. Donc, la première, c'est le manuscrit est-il adapté à la revue? Donc, celle-là, elle est très importante. Il faut lire les aim and scope, donc les objectifs et portées en français, car elles définissent la revue et vous pouvez vous faire une idée du domaine d'étude et voir si votre manuscrit est bien adapté à cette dernière. Donc, attention, les aim and scope, en fonction des journaux, en fonction des éditeurs, peuvent changer au fur et à mesure. Donc, revenez dessus si vous n'avez pas fait depuis un petit moment, mais c'est l'idée. Numéro 2, y a-t-il des mandats de bailleurs de fonds, donc de financeurs ou institutionnels à prendre en compte? Donc, par exemple, publier en open access, en accès ouvert, ou votre institution qui vous demande de déposer dans une archive ouverte. Donc, ça, c'est des choses à prendre en compte pour évaluer un journal et pour voir s'il correspond bien à, euh, à à nos attentes. Troisième, la revue est-elle visible dans les communautés que vous souhaitez atteindre? Donc ça, c'est très important également parce qu'on veut que l'article soit publié, bien sûr, mais on veut aussi qu'il soit lu et cité par les bonnes personnes. Donc on va vérifier, après avoir défini un peu le concept de communauté, euh, enfin la communauté visée, pardon. Donc si elles sont indexées sur les bonnes bases de données, donc internationales ou de la communauté en question, et tout simplement, en question bête, mais on va se demander si vous ou vos collègues lisent cette revue. C'est évident. Quatrième point, y a-t-il une chance raisonnable d'être accepté? Donc ça, ce sera plus via le Amen Scope, encore une fois, ou chercher par exemple sur les sites le taux d'acceptation. Ça peut être intéressant. Numéro 5, la revue est-elle indexée dans toutes les bases de données pertinentes? Donc là, on sera plus sur des bases de données, par exemple, de type PubMed, Scopus, etc., donc qui ont de la visibilité et qui ont du prestige. Et sixième, que montrent les indicateurs de la revue? Donc, il y a une part, un aspect bibliométrique, donc site score, nombre de citations, etc. Je vous montrerai tout à l'heure, je ferai un point là-dessus. Et d'autre part, les indicateurs du type rapidité de publication et de révision. Et numéro 7, donc la revue est-elle réputée et pratique-t-elle un examen rigoureux par les pairs? Donc ça, on pourrait en faire tout un tutoriel. N'hésitez pas à le mettre dans le chat si ça vous intéresse pour le second trimestre. Mais voilà, donc c'est pour éviter des revues prédatrices, pour évaluer correctement une revue. On peut se poser par exemple ces questions-là. Donc la revue est-elle bien connue et réputée? Sait-on clairement qui sont les rédacteurs en chef et le comité de rédaction? Procède-t-on à une forme d'examen par les pairs? C'est super important. Et les frais d'administration et les calendriers des frais sont-ils clairs, par exemple? Donc, sans plus attendre, donc voilà, pour définir si une revue correspond bien à notre manuscrit, il
faut d'abord savoir en fait comment en trouver. Donc, je vais vous montrer 6 astuces ici pour trouver une bonne revue, entre guillemets. Ce sont mes idées. N'hésitez pas dans le chat à rajouter d'autres idées. Je vais essayer de rester assez, comment dire, assez général, avoir des idées gratuites et des idées payantes via Scopus, mais je vais pas trop rentrer dans le détail et trop être dans une niche. Mais voilà, c'est mes 6 astuces. Je vais omettre un conseil important et évident pour trouver une, euh, une revue, c'est demander à vos collègues ou à votre superviseur. Vous connaissez toutes et tous quelqu'un qui a publié autour de vous et qui saura vous aiguiller. Mais ça, je vais pas forcément le présenter. Donc, astuce numéro 1, utilisez votre bibliographie. Donc, c'est la première, très simple. Elle paraît évidente. Mais voilà, donc ici, on va regarder si un journal a été cité plusieurs fois pour repérer peut-être une certaine connexion et ensuite se poser les questions que j'ai présentées au début, donc l'évaluer, lire les guides, etc. et voir si ça correspond bien à notre manuscrit. Astuce numéro 2, comprenez les indicateurs bibliométriques. Donc ça, c'est très important, ça va vous aider à filtrer, classer et à faire apparaître des revues qui vous intéressent vous et qui sont bien cotées ou qui ont un certain aspect qui est important pour vous. Donc là, je vais vous présenter quelques indicateurs bibliométriques. Je ne vais pas tout vous présenter parce que ce n'est pas un cours de bibliométrie, mais ils sont importants quand même. Donc ici, ce que vous avez à l'écran, c'est tout ce que vous pouvez voir sur Scopus, sauf l'impact factor, qui n'est pas de Elsevier. Mais donc voilà, on a le site score, le SJR et le SNP, qui sont des indicateurs populaires avec l'impact factor. Et également, comme d'autres données bibliométriques à prendre en compte, on a le pourcentage d'articles de révision au sein d'un journal, le pourcentage pardon, d'articles non cités, le nombre de publications par période, le nombre de citations, donc par article, au total, etc. Et les données sur PlumX. Donc ça, je voulais le mentionner, c'est des métriques qui sont un peu plus alternatives et elles se situent au niveau d'un article. Donc elles ne sont pas traditionnelles dans le sens où il n'y a pas de, c'est pas des citations directes ou des choses comme ça, mais elles démontrent plus un impact sur un document, donc ça peut être intéressant, notamment au niveau des mentions, par exemple, sur les réseaux sociaux ou les médias, des citations dans des documents de brevet ou autres. Donc vraiment, ça peut être utile de regarder un peu ces données-là, et elles sont toutes, sauf l'impact factor, sur Scopus. En somme, donc, vous aurez comment ça s'appelle, le PDF de présentation par la suite, donc vous aurez les liens. On a rédigé chez Elsevier le Recherche Métrique Guidebook qui vous permet de ne plus avoir aucun secret sur les métriques. C'est 70 pages, donc bien sûr, si vous voulez, vous pouvez le lire en entier, mais c'est sympa de le télécharger, il est gratuit et ça vous permet de comprendre exactement ce que vous mesurez et comment vous le mesurez et dans quel intérêt. Donc voilà. Donc, je vais vous présenter quelques indicateurs quand même qui sont importants. Donc, l'impact factor, ça reste important. C'est un des indices de notoriété de la revue et de visibilité. Donc, vous avez la méthode de calcul à l'écran. C'est le nombre moyen de citations euh, reçues des articles de la même revue pardon, sur 2 ans et le nombre d'articles publiés par cette même revue pendant la même période. Donc, l'impact factor, il est utilisé pour comparer différentes revues dans un même domaine. Il est pratique et il couvre un large panel de revues, mais comme je disais tout à l'heure, il est, euh, il est utile pour comparer dans le même domaine. Donc, il n'est pas pondéré en fonction de la discipline. Donc, par exemple, une revue en médecine aura plus facilement un impact factor élevé par rapport à une revue en maths, par exemple. Donc, ça peut être assez, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. En général, en bibliométrie, il faut toujours avoir plusieurs métriques, plusieurs cordes à son arc pour tout simplement avoir une bonne vision et une bonne estimation quantitative, parce qu'il n'y a pas que la bibliométrie, de vos journaux. Ensuite, le site score. Donc, le site score, c'est un peu comme l'impact factor, donc c'est les citations reçues, mais c'est sur les 4 dernières années. Donc des articles, des révisions, conférences, chapitres de livres, data papers, etc., divisé par le nombre de publications publiées pendant ces 4 années. Donc là, on passe de 2 à 4 ans. Et aussi, c'est pas la même couverture. Donc il y aura, là, cette score, c'est sur la couverture de Scopus, donc c'est 24 000 revues. Et Impact Factor, c'est Web of Science, donc c'est une autre base. Et ensuite, le SNP et le SJR, donc très important.
Donc, si vous souhaitez, par exemple, comparer des revues qui ne sont pas de la même discipline, donc préférez ces données-là en complément du site score ou de l'impact factor. Donc, le Source Normalized Impact par Paper va plus valoriser, par exemple, une citation dans un domaine plutôt qu'un autre en fonction. Donc, par exemple, reprenons l'exemple tout à l'heure des mathématiques. Ça va plus valoriser une citation en mathématiques qu'en médecine, par exemple. Donc, si votre champ de recherche, si vos sources sont multidisciplinaires, ça peut être utile de les comparer via ce genre d'outils. Donc, vous avez le SNP et vous avez aussi le SJR. Donc, ça, c'est un indicateur qui est développé, qui vient de l'université de Grenade, en Espagne. Et donc, je vais pas épiloguer, je suis pas mathématicien et c'est assez compliqué. Si vous voulez aller dans le détail, vous pourrez aller dans le Research Metric Guidebook ou sur Internet. Mais en gros, il fonctionne plus comme l'algorithme qu'utilise Google, PageRank, pour ceux qui connaissent. Il se base donc sur le prestige en fait de la source. Donc, par exemple, si votre document est cité par, je sais pas, The Lancet, cette citation va avoir plus de valeur que les autres et va donc peser plus dans la balance de calcul. Donc voilà, c'est une méthode différente. À vous de voir laquelle vous correspond. Je suis pas là pour vous dire celle-là elle est mieux que l'autre ou voilà, mais c'est juste en fonction de la situation, préférer une métrique à une autre, enfin un indicateur à un autre. Donc le SNP et le SGR, c'est un indice 1. Donc tout ce qui est au-dessus de 1, c'est que c'est plus cité que la moyenne, et tout ce qui est en dessous, c'est moins cité que la moyenne. Astuce numéro 3, explorer les sources Scopus. Donc là, on va parler de Scopus. Euh, donc, c'est assez important. Je vais d'abord rappeler rapidement la couverture de Scopus. Je ne vais pas trop vous embêter avec ça, mais, euh, mais c'est important de savoir enfin, sur quoi on est en train de chercher. Donc, Scopus, c'est une base de données qui est multi-éditeur, hein. Ce n'est pas qu'Elsevier. Elsevier, c'est 10% de la base, mais sinon, on a 7000 éditeurs qui sont sur Scopus. Et, les éditeurs proviennent de 105 pays. Donc, on a plus de 13 000 articles indexés par jour. Et on a plein de types d'articles. Donc, on a les articles in press, donc tous ceux qui n'ont pas de issue number, de page number, etc. On a aussi des préprints, donc les prépublications. Ça peut servir, par exemple, en chimie pour avoir une vision à date de ce qui se passe au niveau de la recherche. Et enfin, on a les classiques, donc c'est ce qu'il y a le plus, hein, des revues, des conférences, des livres, des brevets, etc. Donc ça permet d'avoir une couverture quand même qui est énorme. On parle de 100 millions de documents quand même sur Scopus, et la couverture date de la fin du XVIIIe siècle, le premier document qui a été publié sur Scopus. Donc c'est quand même énorme. Voilà, je voulais mentionner ça. Et donc il y a côté quantitatif, il y a aussi le côté qualitatif. C'est que ce contenu, il est scrupuleusement revu avant d'être soumis au Content Selection Advisory Board, qui est un groupe indépendant, varié, de bibliothécaires actifs, spécialisés dans leur domaine. Donc, quand je dis varié, c'est en termes de genre, en termes géographiques et de discipline. Donc, ils représentent chacune une discipline. Et, euh, et ils vont permettre, en fait, d'évaluer ce qui rentre dans la base de données de Scopus ou ce qui reste. Donc, n'importe qui peut aller sur Scopus et comment dire, euh, peut dire qu'il y a un souci d'ordre éthique au niveau d'un journal et il va être évalué par la suite. Et nous, on a des radars, on a des algorithmes qui passent aussi pour maintenir une certaine couverture et faire en sorte que, euh, que Scopus soit pas qu'un aspect, enfin, pas qu'une masse de documents, mais également, quand vous cherchez sur Scopus, vous cherchez de la qualité. Donc maintenant, je vais aller directement sur Scopus pour vous montrer l'astuce numéro 3, qui était de chercher les sources. Donc, oula, j'ai la barre. Manip Internet and slideshow. Voilà. Donc là, je suis sur Scopus. Donc là, vous n'avez pas besoin de, d'avoir un abonnement sur Scopus pour faire ça. Après, les deux autres astuces, vous aurez besoin d'un abonnement. Mais là, c'est 100% gratuit. Donc, vous voyez, je ne me suis même pas connecté, j'ai fait exprès. Je vais dans Sources, ici, en haut à droite. Et j'ai les fameuses sources dont je parlais tout à l'heure, donc les livres, les journaux, etc. Et ça va me les classer en fonction du site score, donc du score les plus élevés, etc. Bien sûr, on a des revues de médecine au début, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est très cité, et c'est des revues très prestigieuses. Et vous avez différentes informations ici, donc le pourcentile, donc le classement un peu en fonction du domaine, en fonction de la discipline. Donc en oncologie, c'est le premier.
c'est le mieux classé parmi 400. Par exemple, voilà, c'est un peu une parole d'exemple. Et là, ici, vous avez différents filtres. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, tout à l'heure, on parlait du fait de publier qu'en open access, qu'en accès ouvert. Je peux montrer les journaux pardon, qui sont qu'en open access. Donc, je peux faire apply et filtrer. Là, à ce moment-là, je n'aurai que des revues en open access. Ensuite, je veux des revues qui sont plutôt bien cotées. Donc, first quartile, donc les 25 premiers pourcents du classement selon le site score. Et source type, donc je veux que des journaux parce que je veux publier dans un journal, je veux pas forcément le reste. Donc là, si je vais pouvoir, je vais pouvoir opérer un filtre et ensuite ajouter un domaine. Donc, par exemple, je sais pas, je travaille sur le cancer, donc je veux des choses qui sont sur l'oncologie. Voilà, je vais avoir une liste de 50 résultats que je pourrais soit sélectionner et exporter en CSV pour, euh, pour des analyses quelconques, enfin pour, voilà, pour pouvoir le partager à mes collègues, le garder, etc. Ou je vais pouvoir l'utiliser directement si j'ai un compte Scopus, donc si je suis abonné à Scopus, directement je vais pouvoir alimenter ma liste de sources sur Scopus. Je ne vais pas m'épiloguer là-dessus, mais c'est quelque chose qui peut être utile. Et une fois qu'un journal est satisfaisant, enfin, ou si vous voulez aller un peu plus dans les détails, vous cliquez sur Open, enfin vous cliquez sur le nom du journal, quoi. Et vous allez avoir les détails de la source, donc notamment les données bibliométriques. Donc là, vous avez le SGR, le SNP, etc. Vous avez le site score et vous pouvez voir les documents en question. Et par exemple, parmi cette catégorie, donc, ils sont donc ce journal est dans trois catégories différentes. Comment se place cette revue en fonction du site score. Donc voilà, c'est assez utile et ça vous permet de voir un peu voilà, comment elle se positionne, etc. Et ensuite, pouvoir vous poser les questions que je vous ai montrées au début, aller un peu plus loin et voir directement sur le site de l'éditeur, c'est sur Springer celui-là. Et voilà, ça vous permet d'aller plus loin. Je vais passer à l'astuce numéro 4, qui est tadadam, explorer la page de résultats d'une recherche sur Scopus. Donc là, vous devrez être abonné à Scopus. Donc en fait, on va chercher directement au niveau des articles. Donc, je ne vais pas faire un cours sur les recherches avancées, mais vous voyez ici, j'en ai fait une. Mais si vous allez sur Advanced Search, pardon, je reviens, je suis allé un peu vite, ici, vous allez avoir Search Type, et ça va vous permettre d'avoir pas mal d'éléments déjà pour pouvoir formuler votre recherche avancée si vous n'êtes pas familier. Je pense qu'au deuxième trimestre, je vais faire un cours de une demi-heure que sur les recherches avancées. Donc, si ça vous intéresse, je vous communiquerai ça. Mais là, c'est pas le sujet du jour. Je vais chercher quelque chose de plutôt basique. Donc là, je cherche, tout à l'heure, je parlais d'oncologie et je cherche skin cancer et mélanome. Donc voilà, de la dermatologie au niveau du cancer. Donc je vais être un peu plus précis dans ma recherche et moins chercher au niveau de la discipline. Et là, ça va me donner voilà, pas mal d'articles. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les articles, c'est les journaux. Mais d'abord, je vais pouvoir un peu filtrer, comme tout à l'heure. Donc, par exemple, je ne veux pas computer science et engineering dans mes recherches. Je vais pouvoir les exclure. Je veux que des articles. Je vais pouvoir les inclure, etc., etc. Tout à l'heure, on parlait d'open access. Je veux de l'open access. Je vais l'inclure. Et là, ça va nourrir, en fait, une recherche avancée que vous pourrez garder de côté. Et surtout, ce qu'on va pouvoir faire à ce niveau-là, c'est utiliser ce bouton-là, donc, qui est beaucoup trop petit selon moi, parce qu'il recèle énormément d'infos et il est super. Donc, en cliquant sur Analyze Results, sur ce document-là, ça va pouvoir, en fait, tout simplement, comme l'indique son nom, analyser les résultats. Donc, bien sûr, je vais avoir des analyses qui vont être au niveau des articles, donc le nombre de documents par année. On voit que c'est un sujet quand même où il y a de plus en plus de documents par année, donc qui est en croissance, plutôt positif. On a par source, donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc en cliquant dessus, j'ai la liste des journaux dans lesquels il y a le plus d'articles en fonction de ma recherche. Donc c'est les journaux qui sont les plus représentés dans mon champ de recherche, dans ma liste, dans ce que j'ai cherché. Donc ça, c'est pas mal parce que ça va me permettre, donc là c'est classé par nombre de documents, de pouvoir un peu comparer et en cliquant dessus, pouvoir avoir le nom des journaux et pouvoir les analyser par la suite. J'ai omis pas mal de, de résultats d'analyse, mais vous pouvez avoir les auteurs les plus prominents, les institutions les plus prominentes également.
et voilà les pays dans lesquels on publie le plus là-dessus. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les journaux. Donc, en faisant ça, ça va vous permettre en fait d'avoir une liste de journaux et ensuite pouvoir voilà, les chercher, alimenter votre liste de recherche et, euh, et pouvoir voilà, trouver des journaux cohérents, surtout, c'est très important, et pas perdre du temps à avoir des choses qui ne sont pas cohérentes avec certains sujets. Et c'est là où vient l'astuce numéro 5. Je vais la mettre à l'écran. Comparer les sources directement sur Scopus. Donc, ça aussi, c'est très important. Donc en fait, une fois que j'ai sélectionné ces sources, vous voyez, donc par exemple, je veux pas, je sais pas, Scientific Reports, je l'aime pas. C'est vraiment un exemple, hein, je n'ai rien contre Scientific Reports. Et je veux ça, par exemple, je vais pouvoir cliquer sur Compare Source. Et là, ici, je vais pouvoir avoir la liste des journaux voilà, que j'ai voulu. Bien sûr, j'aurais pu, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose de très important quand même, le fait de pouvoir changer les années. Donc, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est les journaux les plus productifs sur les 5 dernières années. Parce que avant, voilà, j'ai rien contre les plus anciens, mais je veux des choses qui ont un momentum. Je veux des journaux qui publient énormément. Donc à ce moment-là, voilà, j'ai ma petite liste, je reprends rapidement et je compare les sources. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir avoir différents prismes de comparaison et je vais pouvoir opérer à différentes techniques. Donc, si tout à l'heure, j'ai vu parmi les sources là, de Scopus, s'il y en a d'autres qui m'intéressent, je vais pouvoir rentrer leur titre directement ici. Pas là, je dis au pif, mais par exemple, Cell, et je vais rajouter Cell dedans. Bon, là, on voit qu'il a un side score énorme. Je vais peut-être le retirer en fait. Mais, euh, mais voilà, ça nous permet en fait de pouvoir opérer à des comparaisons bibliométriques. Donc, tout à l'heure, j'en parlais, c'est pour ça que j'ai commencé par la bibliométrie. Et donc, on a le side score. Donc, si c'est la même discipline, ça peut être utile. Et si c'est multidisciplinaire, le SJR, le SNP, vous avez des tables. Hein. Si à un moment, vous voulez plutôt des données comme ça, vous avez des tableaux. Ça peut peut-être être plus utile. Vous avez les documents par année, les documents qui ne sont pas cités par année. Donc ça peut changer un peu de prisme pour pouvoir avoir aussi le pourcentage de documents qui ne sont pas cités parmi une revue et voilà, et le pourcentage d'articles de révision par année en fonction de ce que vous voulez, du type de document que vous voulez publier et de ce que vous recherchez. Donc voilà pour Scopus. Vous pouvez exporter également tous ces résultats-là, donc soit en image si vous voulez garder les graphiques, mais sinon vous pouvez l'avoir en données brutes pour pouvoir après le traiter directement sur Excel. Maintenant, je vais quitter Scopus et je vais revenir comment dire, à une astuce qui est gratuite, c'est utiliser notre Elsevier Journal Finders, Essence Direct. Donc ça, hop, j'enlève là. C'est journalfinder.elsevier.com. Je vous enverrai le lien, bien entendu. Et ici, on va pouvoir, en fait, c'est un moteur de recherche qui est fait par Elsevier et qui couvre seulement, par contre, ça c'est important, seulement Elsevier, les journaux Elsevier. Donc, vous avez l'équivalent chez Springer, chez Wiley, etc. Et en gros, nous, on va pouvoir faire en sorte que vous puissiez juste copier-coller en fait votre résumé. Donc, prenons-en un au hasard. Donc, je vais prendre par exemple dans mes documents là, un résumé. Et en copiant, collant hop, ce résumé-là, ou si vous n'avez pas de résumé, pas de panique, vous pouvez juste mettre des mots-clés, voilà, des titres, des choses comme ça, qui vont vous permettre de pouvoir quand même garder un peu le thème. Vous allez pouvoir, hop, en cliquant sur Find Journal, vous n'avez pas besoin d'être inscrit non plus hein, sur Elsevier. Vous allez pouvoir avoir des journaux qui, via un moteur de recherche et une intelligence artificielle, va vous faire matcher en fait directement votre abstract, votre résumé à différents journaux. Donc là, ils sont classés par pertinence et vous avez les journaux Elsevier qui pourraient marcher le mieux avec votre manuscrit. Donc vous avez différentes données, donc des données bibliométriques comme l'impact factor, le site score,
Vous avez aussi le temps de la première décision, le temps d'acceptation et le pourcentage d'acceptation. Donc là, on les a pas sur ces deux premiers. Par exemple, lui, c'est 13% d'acceptance rate. Donc vous voyez, il n'y a pas tout le temps tout, mais ça vous permet quand même d'avoir une vision assez claire. Et ensuite, vous pouvez également opérer à des filtres. Donc toujours, hein, je vous conseille filtrer et sélectionner par la suite. Donc là, je veux pas de journal avec, enfin, je veux pas de revue, pardon, avec des souscriptions. Je veux avec un certain impact factor. Enfin voilà, vraiment, je peux filtrer et par la suite trouver les journaux qui me plaisent. Et une fois que j'ai trouvé un journal qui me plaît, je vais pouvoir visiter la page en question, Sens Direct, et avoir encore plus d'infos. Donc, lire les fameux aim and scope, se poser les bonnes questions au niveau du journal et voir si ce journal vaudrait le coup pour, envoyer un manuscrit. Donc voilà, aims and scope, editorial board, insight, vous avez quelques données bibliométriques, etc. Et si à un moment je veux le comparer au niveau bibliométrie avec les autres sources, je peux prendre ce titre-là et le rajouter dans mes comparaisons de sources, par exemple. Ça peut être utile. Là, hop, je le rajoute. Donc voilà, à ce moment-là, vous pouvez combiner différentes astuces entre elles, mais le but d'aujourd'hui, donc là c'était la sixième et la dernière, le but d'aujourd'hui c'était de vous donner un aperçu simple et un aperçu global sur ce que vous pourrez faire, sur des pistes, sur différentes méthodes, différentes techniques. Et après, c'est à vous toujours de creuser, c'est à vous d'aller regarder, de voir ce qui marche pas, etc. Rappel super important par rapport à la soumission de manuscrit. Ne soumettez pas votre manuscrit à deux journaux en même temps, ou trois, ou quatre, ou plus. C'est interdit et vous allez vous faire rejeter directement. Par contre, vous pouvez toujours opérer à une stratégie du type, si on est refusé dans le journal A, alors on va pouvoir demander, enfin on va pouvoir soumettre notre manuscrit dans le journal B, dans le journal C, etc. Donc opérer une stratégie, mais jamais tout publier en même temps. Je vais finir cette présentation par quelques infos utiles quand même, très important. Info utile numéro un, donc ça, il y aura un lien également. Rechercheur Academy, c'est là où vous pourrez télécharger votre certificat, télécharger également le PowerPoint et enfin, donc vous allez recevoir un mail avec le lien, bien sûr, et enfin, pouvoir voir la vidéo encore une fois. On va essayer de faire une chaîne YouTube avec Sarah, comme ça vous pourrez la voir directement sur un format très facile d'accès, etc. Mais en attendant, c'est sur Rechercher Academy ou notre site. Je vous enverrai aussi le lien du Recherche Intelligence Hub francophone. Et petite pub quand même, c'est important. On va faire d'autres webinaires, comme j'ai mentionné au début. Donc, le prochain, c'est le 30, donc c'est la semaine prochaine. Jeudi prochain, rendez-vous avec Sarah, une experte aussi sur comment répondre efficacement aux réviseurs, donc conseiller meilleure pratique. Ensuite, on va avoir des sessions un peu plus pour les documentalistes, pour les directeurs de recherche, pour des gens qui pilotent un peu plus la recherche, donc piloter, analyser et optimiser son profil institutionnel sur Scopus et une session Saival. Et enfin, on va avoir deux volets sur l'éthique, donc un global sur conflit d'intérêts, etc. Et l'autre seulement sur l'IA. C'est un sujet quand même qui est assez important en ce moment. Et, euh, et ces deux-là, on va essayer d'avoir des éditeurs qui viennent directement et qui viennent voilà, vous donner des conseils et leur vision de de la publication scientifique. Et bien entendu, ça s'arrête le 13 mars, mais toute l'année, on va refaire. Donc, chaque trimestre, vous allez recevoir une newsletter si vous n'avez pas refusé de recevoir les promotions Elsevier. Et on va vous envoyer directement les liens pour les futurs webinaires. Donc, faire une recherche sur Scopus ou toutes les idées que vous pouvez nous soumettre. Donc, si vous avez des idées, si vous voulez nous contacter, il y a Sarah et moi-même pour la France et la Belgique et Bishoy pour l'Afrique du Nord. Donc voilà, vous aurez aussi leur contact directement. Je vous enverrai un mail récapitulatif avec tout. Donc c'est tout pour moi. Donc, je ne vais pas parler des liens utiles, vous les aurez également. Merci beaucoup. J'ai pas du tout ouvert le chat, donc je vais le lire maintenant. Euh, donc je ne sais pas si tout va bien.
Alors, bon, il est 30, hein, on est arrivé à la fin. Donc, le Q&A, je vois que Sarah a pas mal répondu, donc merci beaucoup. Merci Bishoy également d'être là. Et Merci. Bishoy, on t'entend, mais on t'a perdu. Oui, merci Joanne, merci ça pour votre participation aujourd'hui. Merci à tous. Je pense que ça a répondu pour toute la question. Ouais. Si quelqu'un a beaucoup de questions, s'il vous plaît, envoyez-moi un email pour moi ou Sarah ou Joanne. Merci autrefois. Au revoir. Oui, exactement, merci beaucoup. Je vois qu'il y a des questions dans le chat par rapport aux revues prédatrices. Je note bien et rendez-vous dans 2, 3 mois. Je vais faire un webinaire exclusivement là-dessus. Comme ça, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Le but, c'est à chaque fois d'avoir des petits supports comme ça, des petits moments de 30 minutes, de ne pas vous prendre toute la journée ou 2 heures d'un coup. Et on répondra à cette question directement via un prochain webinaire. Mais merci énormément. Envoyez-nous des mails si vous avez des questions en fonction de là où vous êtes. Et je prends bien note de vos mails, de tout ça. Et voilà, et passez une excellente journée. Merci encore. Et à bientôt.